La bibliothèque, dépositaire du savoir et des valeurs des sociétés qui nous ont précédés et de celles qui nous succéderont, de la culture aussi, la littérature, les arts, formes d'expression qui marquent peut-être davantage le passage des peuples et des civilisations. Mais lorsqu'on y ajoute le livre d'artiste, qu'il y est exposé et mis à la disposition de la clientèle, la bibliothèque devient une véritable galerie d'art, un lieu où l'on peut à loisir contempler les estampes originales qui accompagnent des textes de choix. Le livre d'artiste, un recueil imprimé à quelques exemplaires seulement. Un texte d'un auteur généralement connu et qui est souvent le reflet de sa génération, de son temps. Un texte imprimé à la main comme il y a 500 ans, composé lettre par lettre et imprimé sur une presse à bras. Et chaque page de texte sera accompagnée d'une œuvre originale d'un peintre ou d'un graveur. Un lancement souligne la parution d'un livre d'artiste. S'y retrouvent les amis, les critiques d'art, les collectionneurs, mais aussi les amateurs de livres et le grand public. Le lancement marque l'aboutissement d'une collaboration inusitée, rare, celle d'un écrivain et d'un artiste. Deux êtres qui ont pourtant choisi des formes d'expression bien différentes. Mais ce mariage de bon goût donne naissance à des œuvres qui sauront longtemps nous émouvoir et nous fasciner. Alors, le prince chassa les érudits et se retira dans la plus vaste chambre du palais, là où ne se trouvait ni livre, ni globe armillaire, ni aucun autre instrument de connaissance. Rien que le silence et la pénombre. D'avoir étudié si longtemps, il avait la tête lourde et les yeux fatigués. Il quitta donc ses vêtements et s'étendit. Par la longue fenêtre entr'ouverte, il vit le jardin, sa confusion d'arbres et de fleurs, à travers laquelle le soleil, en déclinant, répandait sur le parquet des taches de clarté indécises que l'obscurité pourchassait et dévorait peu à peu. Quoiqu'il fût presque indistinct, ce mouvement fascinait le prince et soulageait son esprit que les leçons des érudits avaient figé tout le jour. Quand il s'endormit, le jeu de la lumière et de l'ombre avait suscité derrière ses paupières la vibration de l'océan. C'est par des gestes comme ceux-ci, que l'on croyait oubliés d'une autre époque, que débute l'impression d'un livre d'artiste. Aux ateliers des éditions Herta, Roland Giguère, artiste et écrivain, se fait imprimeur, compositeur. On compose exactement, nous, comme on le faisait au temps de Gutenberg, finalement. C'est-à-dire, c'est la composition à la main, lettre à lettre, ligne après ligne, jusqu'à ce que la page soit entièrement composée. Mais auparavant, Roland Giguère, à titre d'éditeur, aurait prévu les différentes étapes de l'édition de concert avec son associé Gérard Tremblay. On choisit un texte qui a été déjà éprouvé, si on peut dire. À partir de là, bon, il y a contact avec l'auteur, contact aussi avec le graveur. Souvent, c'est l'auteur qui peut recommander un tel, ou bien alors c'est nous qui proposons un graveur. Bon, à partir de là, l'étude du texte et tout ça, bon, se fait entre nous, Gérard et moi. Il suffit alors de savoir
quel format on va faire, répartir le texte en un nombre X de pages, imprimer, combien d'estampes il y aura dans cet ouvrage. Et lorsque la page est composée, à ce moment-là, on en tire une épreuve, on fait la correction. Une fois les corrections faites, on met une page en presse et on l'imprime. On n'imprime qu'une seule page à la fois, à la presse à bras. Gérard Tremblay, également artiste, lui se fait pressier, imprimeur de métier. L'ancrage doit être fait de façon à éviter les bavures. La presse sera donc réglée avec précision afin que la pression des caractères forme une légère cuve dans le papier. Le choix du papier demande réflexion. Il doit aussi bien se prêter à l'impression du texte qu'à celle de la gravure. Puis c'est l'impression de l'illustration, de l'estampe. Nous utilisons l'eau forte. L'eau forte, en fait, c'est la gravure en creux. Nous utilisons le litho, la lithographie, et bien sûr le relief et la sérigraphie. Et l'œuvre imprimée sera dite originale si l'artiste a créé directement sur un de ces matériaux, tel ici sur la soie. C'est que dans une édition d'art, c'est une estampe. Donc, ça veut dire qu'elle a été faite de toutes pièces à la main par l'artiste. Et contrairement à l'édition courante, où l'image est reproduite et faite de façon photographique et mécanique. C'est ça, dans le cas de l'estampe, il est absolument essentiel que ce soit l'artiste lui-même qui fasse soit sa plaque de cuivre ou de zinc, sa pierre lithographique, sa soie dans le cas de la sérigraphie. En sérigraphie, l'impression des couleurs exige beaucoup de minutie et d'exactitude. Mais il y a plus encore. Des gestes renouant avec des traditions séculaires, l'amour du travail bien fait et cette recherche d'une constante perfection quasi monastique. Alors naîtront une à une les estampes. Nous faisons habituellement entre 50 et maximum 100 exemplaires. Ce qui, je pense, est quand même suffisant pour le marché qu'il peut y avoir, enfin, dans ce genre d'édition. Des bouches. Ouais. Pardon. Ce qui fut dit aux jours anciens formait déjà l'arrière-pays de mon délire. Dans l'ombre des rochers, des vieillards immobiles prédisaient l'enfant qu'il me fallait devenir. Paroles des mondes en équilibre alors que les archipels émergeaient à peine de la mer. Une table de grès rouge racontait le périple futur de mes pas. Le vent tournait au supplice du regard et courait jusqu'au bout de l'horizon, s'enfermer dans l'ossuaire des journées sans repère. Sur le foin rêche des landes se déchirait le vent, et l'on craignait beaucoup l'inconnu dissimulé aux secrètes parallèles. Le rôle du relieur dans l'édition d'art revêt une importance considérable. Le nom de Pierre Ouvrard est associé à un grand nombre de ses publications. Un texte d'auteur illustré par un artiste mérite une reliure spécialement conçue à cet effet. L'emboîtage est souvent utilisé et se voudra le complément discret du livre d'artiste. Je pense surtout que dans le cas de l'édition d'art, la fonction du relieur, c'est de pouvoir trouver les matériaux qui se marient très bien avec le volume et tout. Chaque emboîtage sera fait main par le relieur et témoigne d'un même souci de perfection. C'est aussi une œuvre de création. Le défi, il est surtout au niveau de l'agencement de tout le travail.
La fonction du relieur, lors de la publication d'une édition d'art, c'est d'être un complément, c'est d'être ce qui enveloppe tout le reste, quoi. C'est aussi ce besoin de trouver une solution très discrète. L'emboîtage lui-même ne se doit pas de distraire l'attention du lecteur. Je crois que le défi, c'est beaucoup plus au niveau d'être un complément à tout ça. Et je dis toujours que la grande qualité d'un emboîtage, c'est d'être oublié, tellement il est fonctionnel, lorsque les amateurs, les collectionneurs, le lecteur ont le volume dans ses mains. Tout dire, faire tomber les masques de barbarie, supprimer du paysage la dent carriée des ruines, opposer les paraboles aux paraboles, expliquer la forêt des symboles. Déjà, la lente oscillation des terres présage les séismes. Geyser de paroles bouillantes surgit aux frontières des scléroses, rendez au verbe impavide l'originel pouvoir de corroder, d'éroder, de décortiquer la réalité, au lieu de la recouvrir d'une limoneuse apparence. Les cahiers de la file indienne, vers la fin des années 40, amorçaient l'édition de livres d'artistes au Québec. Parmi ces innovateurs, Gilles Hainaut. Oui, en effet, c'est avec mon ami Éloi de Grandmont que j'ai fondé à cette époque-là cette collection qui s'appelait les cahiers de la file indienne. Et évidemment, il ne s'agissait pas d'œuvres originales au sens d'une reproduction originale. C'était fait par des moyens mécaniques. Donc, on travaillait avec les artistes faisaient des dessins qui étaient ensuite réduits et imprimés. Mais c'est quand même un premier effort, je pense, un des premiers efforts de collaboration entre peintres, entre artistes et poètes. Alors, évidemment, comme il fallait faire ça parce qu'à cette époque-là, le genre de poésie qu'on écrivait n'était pas très prisé. C'était pas une poésie traditionnelle, si on veut. Donc, nous avons décidé de faire cette collection. Et la première collaboration a été celle de Pellan avec Éloi de Grandmont. Ça s'appelle Le Voyage d'Arlequin. Et
je pense que les dessins sont aussi surprenants que la poésie. C'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai fait le deuxième cahier intitulé « Théâtre en plein air » avec la collaboration de Charles Daudelin. Alors, c'était encore des dessins. Il faut dire que ces dessins, que ce soit pour Pellan ou pour Daudelin, sont assez figuratifs. C'est-à-dire que l'artiste travaillait à partir des poèmes très souvent, donc il illustrait vraiment, c'était de l'illustration, alors que maintenant, très souvent dans les livres d'art, il y a seulement une espèce de correspondance entre ce que fait l'artiste et ce que le poète lui-même a fait. Donc, ce sont deux langages différents, mais où les sensibilités peuvent correspondre, peuvent se répondre. Et c'est le troisième, c'est le recueil de Thérèse Renaud, Les sables du rêve, avec Jean-Paul Mousseau. Et dans son cas, la figuration est moins évidente, mais encore là, il y a une espèce de correspondance. Enfin, il y a une immense coque ici. Et, il faut dire que c'était assez intéressant parce que ça apportait aux gens à la fois cette nouvelle poésie et cette nouvelle conception aussi du dessin ou de la peinture. Notamment, à cette époque-là, évidemment, Mousseau faisait partie du groupe des automatistes. Et donc, c'était déjà l'automatisme qui se mettait en marche, quoi. Mais le troisième, ou le quatrième plutôt, est de Pierre-Yves Le Baron et s'intitule « Les équilibres illusoires ». Alors, Pierre-Yves Le Baron a illustré lui-même ces choses. Ce qui se fait maintenant, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de poètes qui sont en même temps des peintres. Et c'est le cas notamment de Roland Giguère, et c'est le cas de François Charon, un jeune poète qui fait également de la peinture, mais c'est le cas de plusieurs autres aussi. Alors, ça a été un premier départ, très modeste si on veut, mais je pense que cette idée était lancée de cette collaboration entre peintre et poète. Visage sans nom. Visage, vrai paysage, vrai ciel des fronts, vraie fleur des joues, vraie terre, des bouches amères et pleines d'ombre, vraie rivière des rires jaillissants et vraie rive des yeux au bord des cavernes du rêve, songe, mensonge que ronge le sel des larmes, les alarmes et l'appel aux armes, vrai visage des hommes, on vous reconnaît facilement parmi tant de formes, tant d'images à votre image et tant de bronze, masque malléable sur la dure structure de vos crânes. Vrai visage lavé de pluie, loin et pourtant proche derrière le temps et la pluie, présent tout à coup par la grâce de l'éclair, et visage naufragé dans les foules où plus d'un périrait sans les regards qui sauvent de l'absence. Saura-t-on jamais si vous ne fûtes que vaines apparences, ange ou mélange d'ombre et de lumière, entre le ciel et la terre, entre la vie et la mort. Ce soir, on célèbre l'aboutissement d'une longue collaboration entre François Ricard, auteur, et Lucie Lambert, graveur. Tous deux conscients de cette alliance étrange, passagère, de deux êtres qui œuvrent le plus souvent dans la solitude. Je crois que cette espèce de travail collectif vient comme un aboutissement d'une longue maturation, d'une longue solitude, où il y a tout à coup un moment privilégié de rencontre et de mise en commun de ces efforts qui se font de la part de l'écrivain de la même manière dans la solitude. Tout ce cheminement vaut pour nous permettre tout à coup
cette collaboration et cette chaleur, parce que je crois que la solitude a un sens dans la mesure où elle va vers une rencontre, vers une communication avec d'autres. Elle n'a pas de sens en elle-même pour s'isoler ou pour fuir le monde. Elle a un sens si elle nous projette, si elle nous insère dans un espace, dans un milieu culturel qui est très vital pour moi. Généralement, un texte est à l'origine d'une édition de ce genre. Mais lorsque l'auteur, comme c'est le cas pour François Ricard, doit créer un texte en s'inspirant de gravures, c'est le même processus, mais de façon inverse. Lucie a fait des gravures. Elle a fait une série de gravures que j'ai beaucoup aimées. Elle me les a proposées et elle m'a demandé de faire un texte pour accompagner ces gravures. Alors, c'est le processus inverse. Ordinairement, le graveur fait, c'est-à-dire demande à un poète ou à un écrivain de faire un texte et ensuite le graveur fait son image. Dans ce cas-ci, c'est l'inverse. Alors, moi, ça a été pour moi extrêmement stimulant parce que, comme écrivain, je ne suis pas quelqu'un qui a nécessairement des choses très importantes à dire. Mais le fait d'avoir ces images, ça a servi en quelque sorte de pompe à inspiration. C'est-à-dire ça donne un cadre, ça donne une orientation, ça sert, si vous voulez, de contraintes, de règles à l'intérieur desquelles doit fonctionner l'écriture. Yvon Rivard, écrivain. Il a également collaboré à une édition d'art avec Lucie Lambert. Bien, moi, je crois que c'est toujours un mariage implicite, même en tout cas dans mon cas, même dans des romans. Je me suis souvent inspiré de tableaux, que ce soit de Botticelli ou d'autres tableaux. Donc, je pense que c'est toujours implicite parce qu'au fond, tous les deux, en tout cas, travaillent dans le champ de l'image. Marcel Ferron. Une artiste qui, au cours des années, a participé à plusieurs livres d'art. Oui, c'est un curieux de mariage. Hein. C'est peut-être pas un mariage du tout. Et peut-être que, justement, les deux solitudes demeurent, parce que je trouve certaine, le peintre et son langage pictural, là, est complètement, ne peut pas traduire une poésie. Mais je crois qu'il s'empare. Moi, ce qui me touche dans la poésie, c'est, disons, c'est un lieu. Hein. Par exemple, on va prendre, je ne sais pas, par exemple, disons, le coup de Dénabol, il n'y aura jamais hasard, là. Bon, je ne comprends pas toute cette poésie. Mais c'est une poésie qui me fascine parce que c'est un lieu, hein, ou disons comme la poésie de Gilles que j'ai illustrée. Et le peintre étant fixé, est un terrien, hein, essentiellement, il est toujours fasciné par l'espace. Et pour moi, un poète, c'est un espace. Et c'est ça, c'est une, comment je dirais donc, c'est une transformation, c'est une prise de conscience de cet espace et une traduction, mais dans une langue qui est complètement... on ne peut pas tout... On est dans une époque, par exemple, actuellement, où tout est équivalent. Hein. La science nous a appris que rien, il n'y a plus de structure, tout est illusion. Hein. C'est les découvertes de la science actuelle. Et alors, on croit qu'on est dans une époque où on croit qu'on peut tout équivaut même. Et l'expression d'un homme, d'un musicien, d'un peintre ou d'un poète est essentiellement, fondamentalement de notre ordre. Ce qu'ils ont en commun, c'est peut-être la vie, c'est peut-être l'époque dans laquelle ils vivent. Évidemment, il y a beaucoup de points de contact. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça qui est décrit. On ne représente pas un poème, on ne décrit pas un poème. On va plutôt en chercher l'essence. Et je crois que pour moi, c'est un facteur de lieu, d'espace. Un lieu dans le sens très large du mot. Alfred Pellan, que l'on imagine volontiers solitaire, a également collaboré avec des écrivains. Ouais, c'est excellent pour tout le monde. Enfin, j'entends pour la collaboration de l'artiste et puis l'écrivain. C'est une chose où on arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais créées si on n'avait pas lu tel texte, je pense. C'est comme une commande. Si on a je sais pas, une commande d'une murale, quelquefois on vous laisse carte blanche, on peut décider soi-même, ou alors on nous donne un thème. Alors il faut que ça soit dans l'esprit de ce que l'on nous demande. Enfin. J'essaie de susciter un lien, une connivence entre un poète et une image qui est faite par un graveur, en vue de créer un troisième symbole qui devient l'objet, qui est le livre. C'est bien sûr que, dans un premier temps, nous choisissons un auteur qui sera effectivement, participera avec nous, effectivement, à un choix d'un graveur ou de quelques graveurs. Maintenant, est-ce que ça a un impact? Oui, je pense que ça a un impact considérable parce que il s'agit de deux arts qui sont, à mon avis, complémentaires.
l'un étant la parole absolue, si on veut, la poésie, alors que l'autre est une espèce de silence absolu, mais il correspond à un poème, il devient l'image concrète, si on veut, de ce que le poème peut donner comme impression. Alors, je trouve que c'est un mariage très heureux. Moi, le bœuf, je me rappelle combien de rois, bien plus que de rois, autant qu'il y a d'hommes. J'étais là. Ils ne sont pas restés longtemps. Quand ils ont vu que le bébé était au quai, ils ont éclaté d'un gros rire. Ils ont viré de bord, de par le monde, pour donner leurs cadeaux à tout le monde. J'étais là, j'ai tout vu. Ça s'est passé comme je vous le dis. Ils n'ont rien donné à ce bébé-là. Ils ont vu qu'il avait tout. La seule chose qui est vraie, c'est que c'était l'hiver. La lune tourne tandis que je chante, et quand je danse, mon ombre s'éparpille. En cette veille, nous nous plaisons ensemble. L'ivresse venue, nous nous quitterons. Je vous imagine tel que vous êtes, à la fin de cette longue chasse, la langue morte et l'arme au fourreau, vêtu de la peau des autres, vos gants en plumes de corbeau autour du cou, la haine en laisse. On vous croyait roi, vous étiez fou. Autour de nous naissaient les orties qui pourrissaient votre lit, et vos pas devenaient fossiles dans nos musées moisis. Je vous imagine, mais je vous détruis sur vos autels mêmes que nous avons fleuris. Le livre d'artiste, un tirage limité, des prix plutôt élevés et une diffusion restreinte. Ces facteurs contribuent à en faire un objet de luxe, un objet rare, peu accessible au grand public et difficile à trouver même dans les bibliothèques. Mais sa valeur, son apport culturel, semble ne faire aucun doute. Mais je pense qu'à long terme, à l'intérieur d'une culture globale, ce genre d'activité est extrêmement important. C'est une sorte de laboratoire, si vous voulez. Autant pour les écrivains que pour les artistes, une sorte de laboratoire, c'est-à-dire que comme vous avez de petits tirages, vous pouvez vous permettre des choses que vous ne pouvez pas vous permettre dans un livre destiné à la grande diffusion. Et comme aussi, à cause du petit tirage, ce genre d'album s'adresse à un public extrêmement limité et généralement un public connaisseur, ça permet et à l'écrivain et à l'artiste, je crois, de travailler en toute liberté. Alors, ça ne peut pas ne pas rejaillir ensuite sur leur production plus large. Et aussi, ça ne peut pas, à la longue, ne pas, je crois, ne pas influencer la production générale. C'est très important il me semble, dans une culture nationale, que ce genre d'activité soit favorisé, soit permis, soit assez abondant aussi.
Je dirais tout simplement qu'au fond, ça fait partie d'une forme d'exploration, une forme de création, peut-être un peu moindre, un moindre niveau que la gravure ou la peinture, mais c'est une forme aussi d'expression pour nous. Je pense que l'édition d'art, au niveau de la culture d'un peuple, c'est le reflet du monde, de son monde littéraire, de son monde des arts, de ses illustrateurs. C'est aussi aller chercher des artisans de toutes les disciplines, de les unir, de les réunir et de faire un travail très actuel, très contemporain, qui se veut aussi le reflet de ce qui se fait quoi, dans les différents métiers et tout. Je ne sais pas, la poésie devient, à mon avis, un art de plus en plus secret, donc qui n'est pas nécessairement destiné à de grandes foules, malheureusement, je dois dire, mais c'est comme ça. Ce qui fait que si on commence par publier ces poèmes dans des éditions d'art, ça peut initier un certain nombre de gens à de nouvelles expressions artistiques, à la fois littéraires et d'art plastique. Tu viendras, tout ensoleillé d'existence, la bouche envahie par la fraîcheur des herbes, le corps mûri par les jardins oubliés, où tes seins sont devenus des envoûtements. Tu te lèves, tu es l'aube dans mes bras, où tu changes comme les saisons. Je te prendrai, marcheur d'un pays d'haleine, à bout de misère et à bout de démesure. Je veux te faire aimer la vie, notre vie, t'aimer fou de racines à feuilles et grave de jour en jour, à travers nuits et guets, de moellons, nos vertus silencieuses. Je finirai bien par te rencontrer quelque part, contre tout ce qui me rend absent et douloureux, par le mince regard qui me reste au fond du froid. J'affirme, ô mon amour, que tu existes. Je corrige notre vie. L'été passa en entier. Madame Roland, contre son habitude, ne quitta pas sa maison de la rue du Parloir. Il fit très beau et très chaud. Mais ni Madame Roland ni les enfants n'allèrent à la campagne cet été-là. Son mari allait mourir et elle éprouvait une grande paix. Cet homme s'en allait tout doucement, sans trop souffrir, avec une discrétion louable. Madame Roland attendait, soumise et irréprochable. Si son cœur se serrait par moments, c'est que cet état d'attente lui paraissait devoir prendre des proportions inquiétantes. Cette disponibilité sereine qui l'envahissait jusqu'au bout des ongles ne laissait présager rien de bon. Tout semblait vouloir se passer, comme si le sens même de son attente réelle allait lui être bientôt révélé, au-delà de la mort de l'homme qui était son mari depuis bientôt 18 ans. Mais déjà, l'angoisse exerçait ses défenses protectrices. Elle s'y raccrocha comme à une rampe de secours. Tout,
plutôt que cette paix mauvaise. Lui, comme jadis à la foire, il jacassait les jours de gloire, perché sur son épaule noire. La vieille écoutait follement, croyant que par l'oiseau charmant causait l'âme de son amant. Là-bas, les cyprès ont l'aspect atone. À l'ombre, on est vite habitué. Sous terre, un lit frais s'ouvre situé. Nous y dormirons tous deux, ma mignonne, pour ne pas voir choir les roses d'automne. Laissez-le vivre ainsi, sans lui faire de mal. Laissez-le s'en aller. C'est un rêveur qui passe. C'est une âme angélique ouverte sur l'espace, qui porte en elle un ciel de printemps auroral. Pleurez, oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez, oiseaux de février. Pleurez mes pleurs, pleurez mes roses aux branches du genévrier. D'où me viennent, dis-moi, tous les ouragans rauques, rage de fifre ou de tambour? On dirait des dragons en galopade au bourg, avec des casques flambants glauques, déchirant à larges coups de bec, sans quartier, mon âme, une charogne éparse au champ des jours, que ces vieux corbeaux dévoreront en entier. La création d'un livre d'artiste s'explique aussi par cette solidarité qui existe entre l'artiste et l'écrivain. Gisèle Verreau, graveur et éditeur. Et au début, en Europe, c'était surtout pour venir en aide à un poète ou à un créateur que l'artiste illustrait son livre. Ici, ce serait plutôt le cas contraire. Ce serait l'artiste qui aurait besoin d'être aidé. Comprend, qui vit, lui, plus naturellement de ses œuvres qu'un écrivain. L'édition de livres d'artistes n'est pas très rentable, mais en principe, les considérations d'ordre financier comptent pour peu chez les créateurs. Richard Lacroix, directeur des ateliers de la Guilde graphique. De toute façon, de faire de la gravure ou de faire de l'édition, c'est une maladie, c'est un virus. Hein? On l'a ou on ne l'a pas. Il y a une passion, il y a un goût là-dedans, il y a un plaisir, il y a cette espèce de besoin de faire des choses de qualité, de faire des belles choses. Puis, même si on sait très bien que le public amateur est quand même restreint, ben, il existe, il est là, puis il est assez grand pour faire vivre quand même quelques graveurs, quelques poètes, quelques relieurs, quelques imprimeurs. Cette clientèle, on la retrouve parmi les collectionneurs, bien sûr, mais surtout parmi la clientèle des bibliothèques. Par exemple, à la Bibliothèque nationale du Québec, Madame Vlach, responsable de la réserve des livres rares, facilite l'accès aux éditions d'art. Pour vous donner l'idée, nous avons 70% de la clientèle professorale et étudiante des universités et des cégeps. Nous avons aussi la clientèle du domaine de la diffusion, comme musiciens, metteurs en scène, journalistes, cinéastes. Et nous avons aussi une petite partie, une petite catégorie de curieux qui arrivent à la bibliothèque pour voir de belles choses et parce que leur attention a été attirée par notre petite exposition qui est à l'entrée dans la salle. Décidément, ce lancement aura suscité d'heureux échanges culturels. Il aura donné l'occasion au critique d'art Gilles Daigneault de souligner l'importance de ce genre d'édition au Québec. Il y a des
Il est indéniable que depuis 30 ans, l'édition de livres d'artistes a joué un rôle important dans l'histoire de l'art au Québec. D'abord quantitativement, si on considère que depuis 1968, qui est la date d'introduction du dépôt légal obligatoire au Québec, on a déposé près de 200 ouvrages à la Bibliothèque nationale, ce qui est énorme quand on considère le nombre d'artistes qui sont en activité ici et surtout le faible bassin de population qui est appelé à recevoir ces livres-là. Voilà pour la quantité, mais c'est surtout par leur contenu que ces livres-là sont importants. Je pense que tout le monde sait que ce sont des textes majeurs de la littérature qui, chaque fois, sont édités dans ce type d'ouvrage, surtout les poètes, les gens de la génération de Gaston Miron, Roland Giguère, Paul-Marie Lapointe, des jeunes aussi, plus rarement, et puis des classiques, des gens comme Nelligan, entre autres, ont fait l'objet de plusieurs éditions, dont certaines sont magnifiques. Mais ce que les gens savent moins, c'est que la plupart des artistes graphiques majeurs du Québec ont été appelés au moins une fois dans leur vie à participer à un livre d'art. Et puis, chaque fois qu'ils l'ont fait, on remarque que leur travail se situe à un niveau très élevé si on le compare à l'ensemble de leur production. Et puis, ça se comprend. C'est que les graveurs sont conscients que la gravure qui est appelée à être insérée dans un livre d'art est appelée à être vue attentivement et de très près. Tout ça est né autour d'Albert Dumouchel à l'Institut des arts graphiques. C'est là qu'ont été formés les maîtres typographes, les graveurs, les relieurs qui aujourd'hui font les livres d'art. Et puis même si Dumouchel lui-même n'a pas fait de livre d'art à proprement parler, il est significatif que ce soit son disciple le plus immédiat, le plus célèbre, Roland Giguère, chez qui on trouvait comme par miracle un grand poète, un maître typographe et un artiste plastique d'envergure. C'est lui qui a mis au monde notre édition d'art à la fin des années 40, avec un album qui s'appelait précisément Faire naître. Et depuis ce temps-là, ça continue. Les anciens sont toujours en activité. C'est toujours Pierre Guillaume qui fait la typographie des livres. C'est toujours Pierre Ouvrard qui les habille, le relieur. Et puis, non seulement ces gens-là sont encore en activité, mais on a une relève maintenant, dont fait partie, par exemple, Lucie Lambert, qui est un jeune graveur important, qui lance ce soir un deuxième ouvrage. Et c'est significatif aussi que Lucie Lambert travaille avec les anciens. C'est Pierre Guillaume qui a fait la typo, c'est Ouvrard qui a fait le boîtier. Donc, c'est un milieu très sain, celui de la gravure, un milieu en santé. De l'édition d'art, pardon. Parmi cette foule, il y a de nombreux amateurs de livres d'artistes, les collègues, les amis, mais sont aussi présents les collectionneurs, telle Madame Louise Cosset. Disons tout d'abord que c'est tout récent. L'intérêt que je porte au livre d'art, ça date d'à peu près 3 ans. Pour moi, le livre d'art a un attrait très particulier dans le sens que c'est un objet beau et très précieux. C'est un objet qui est très personnel, qu'on garde pour soi, pour se faire plaisir. C'est un contact très étroit. On retrouve des gravures qu'on va avoir sur les murs ou même qu'on peut garder en filière. Mais avec le livre d'art, quand il y a à la fois un texte et une image, c'est vraiment un bijou qu'on feuillette pour se faire plaisir, qui est un contact étroit qu'on redécouvre à chaque lecture, si on veut. Dans ce sens-là, le livre d'art, c'est très important parce que ça demeure un objet très personnalisé. Puis c'est tellement beau. Quand on s'intéresse aux belles choses, c'est tellement beau, c'est tellement chaleureux. Si on pense au papier, au caractère et à la gravure elle-même, c'est un bien précieux. Dans le ciel uni, sans une brise, un seul nuage rougeoyait vers l'est. Il avait vu au lac une mer de canards, le firmament en est noir à faire peur. Des brouillards morts sournoisement emmêlés aux brûlés et aux chaumes.
Il y aura des signes dans le soleil. Le temps est blanc. Va-t-il neiger? Il neigeote. Il neige. La glace se trouait par endroits. L'hiver tirait donc au reste. Dès 4 heures, le temps se rembrunit. Les grandes mers de mai avaient fait monter l'eau de nouveau. À grande foulée, il se perdit dans la nuit noire.